Les mains d'un homme riche tremblaient tandis qu'il tenait un petit paquet rose près d'un lac sombre, fouetté par la pluie. Son visage se tordait de colère, sa fille, inutile à ses yeux. Sans hésiter, il jeta le nouveau-né dans l'eau glacée et s'éloigna dans l'obscurité. Ce qu'il ne voit pas, fait signe le narrateur, c'est un jeune couple qui regarde depuis l'ombre, se précipitant déjà pour sauver le bébé. La nuit était froide, la pluie martelait le ciel sombre tandis que Richard Miller conduisait sa voiture de luxe sur la route déserte près de Silver Lake. Son visage exprimait la détermination, ses gants de cuir coûteux serraient le volant avec une force fulgurante. Sur la banquette arrière, emmitouflée de roses, reposait sa fille de 3 jours. Toutes ces années à attendre une fille, murmura-t-il, monument à son orgueil tordu. Son empire d'acier et de verre dominait l'horizon, témoignage de sa brutalité. Pendant des années, il avait rêvé d'un fils, un héritier pour perpétuer le nom Miller. Lorsque sa femme Sarah a donné naissance à une fille, quelque chose en lui a craqué. On pourra réessayer l'année prochaine, avait murmuré Sarah depuis son lit d'hôpital, d'une voix faible mais pleine d'espoir. Il avait hâte. Dans son esprit perverti, l'enfant était une erreur qu'il comptait bien effacer. Cette nuit-là, la pluie tombait toujours, Richard s'arrêta au bord du lac. Il se glissa hors de la voiture et, paquet à la main, affronta l'eau noire. L'espace d'un instant, le bébé ouvrit ses yeux d'un bleu profond aux des yeux qui semblèrent lui transpercer l'âme. Elle ne pleura pas, elle fixa simplement, curieuse. Richard hésita, puis se força. D'un mouvement cruel, il la projeta dans les profondeurs obscures de Silver Lake. Sans se retourner, il monta dans sa voiture. C'est fait, marmonna-t-il en essuyant le pare-brise tandis que les essuie-glaces effaçaient son crime. Maintenant, nous pouvons retenter notre chance pour un véritable héritier. À son insu, Mir et David Ware s'étaient réfugiés sous un pont non loin de là. Ils avaient tout vu. Mon Dieu, Alta, s'exclama Mir en courant vers l'eau. David fut plus rapide, il plongea dans les profondeurs glacées sans hésiter. Sur le rivage, les secondes s'étirèrent comme des heures tandis que Mir s'agenouillait en priant. Puis la tête de David perça la surface. Il s'avança d'un bras, de l'autre, il serrait le paquet rose. « Elle est vivante » cria-t-il en nageant jusqu'au rivage. Mir enveloppa le bébé tremblant dans son propre manteau. Le bébé toussa et cracha l'eau du lac, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant. « Il faut appeler la police » dit David en sortant son téléphone de sa poche. Mais Mir fixa les feux arrière d'une voiture de luxe qui disparaissait et trembla. Et leur dire quoi? Qu'un homme assez riche pour posséder cette voiture a jeté un bébé dans un lac? Ils ne nous croiront pas. Le visage de David s'assombrit. Elle a raison. Dans notre petite ville, l'argent fait loi. Que faisons-nous? Demanda-t-il en se tournant vers Mir. Mir serra le bébé contre elle. Nous prions pour avoir un enfant depuis 5 ans, dit-elle doucement. C'est peut-être notre miracle. David passa du regard déterminé de sa femme à la petite vie bercée dans ses bras. Il sentit un profond besoin de protection s'enflammer en lui. Quelqu'un avait voulu la mort de cet enfant, mais elle était là, une seconde chance contre toute attente. Et maintenant, il ferait tout pour la protéger. Nous devons quitter la ville, dit-il doucement. Recommençons, sourit Mère à travers ses larmes. Nous l'appellerons Robespérance, car c'est exactement ce qu'elle représente. 27 ans plus tard, l'empire de Richard Miller s'était à nouveau développé. Il avait enfin eu le fils tant désiré, mais cela lui avait coûté sa première épouse. Sarah ne s'était jamais remise de la disparition soudaine de leur fille dont Richard lui-même avait déclaré la mort et le chagrin les avait séparés. 2 ans plus tard, il épousa une femme plus jeune qui lui donna Robert, sa fierté et sa joie. À un peu plus de 60 ans, Richard était assis dans son élégant bureau surplombant la ville scintillante. Le panorama lui avait offert tout ce qu'il avait toujours désiré. Son fils s'apprêtait à reprendre l'entreprise, sa fortune avait encore doublé, et la nuit pluvieuse sur les rives de la Silver River était presque effacée de sa mémoire. De l'autre côté de la ville, dans une salle d'audience majestueuse, une très jeune juge nommée ce soir-là s'apprêtait à le rejoindre. Elle ajusta sa robe noire flottante et étudia attentivement le dossier. Elle avait travaillé sans relâche pour en arriver là, animée par un profond sens de la justice inculqué par ses parents adoptifs, Mère et David. À 18 ans, il lui avait tout révélé, comment il l'avait trouvée, sauvée et élevée comme leur propre fille. Cette révélation avait bouleversé son univers, mais au lieu de la détruire, elle lui avait donné un but. Elle avait transformé sa douleur en détermination,
terminé ses études de droit première de sa promotion et s'était rapidement immergée dans le système judiciaire. Désormais, elle tenait l'affaire Richard Miller entre ses mains, un procès sensationnel intenté par d'anciens employés dénonçant des fraudes et des conditions de travail dangereuses. Personne ne croyait que l'issue favoriserait les plus faibles. Une assistante frappa à sa porte et murmura « Madame la juge Obkessa, l'affaire Miller est prête. » Le cœur battant, elle se remémora les conclusions du détective privé, des dossiers médicaux prouvant qu'elle partageait un groupe sanguin rare avec Sarah et Richard Miller, des vidéos de surveillance montrant Richard avec un bébé la veille de l'annonce de son décès. Elle possédait toutes les preuves, mais n'avait jamais porté plainte. Elle attendait le bon moment, celui où la justice serait enfin possible. Richard Miller entra dans la salle d'audience avec assurance, vêtu d'un costume sur mesure coûteux qui respirait l'autorité. Il ne jeta pas un regard au banc du juge, préférant discuter de stratégie avec ses avocats. « Veuillez vous lever pour accueillir l'honorable juge Obkessa », annonça l'huissier. Richard se leva avec les autres, et lorsqu'il leva enfin les yeux vers la jeune juge entrant dans la salle, quelque chose chez elle le perturba à un détail familier qu'il ne parvenait pas à identifier. Une fois assis, le juge Obkessa fixa Richard Miller du regard. Leurs regards se croisèrent et un frisson lui parcourut l'échine. « Monsieur Miller, dit-elle d'une voix calme et professionnelle, vous découvrirez que ce tribunal ne place pas la richesse au-dessus de la justice. Le procès s'est déroulé avec rigueur et équité. » Elle a laissé les deux parties s'exprimer librement, a examiné les objections avec soin et a maintenu une présence imperturbable qui a chaque jour davantage perturbé Richard. Le 5e jour, la juge Obkessa a demandé une courte suspension d'audience et a demandé aux deux avocats de se présenter devant le tribunal. « Il y a des informations que je dois rendre publiques », a-t-elle déclaré. « J'ai envisagé de me récuser, mais une analyse approfondie de la jurisprudence n'en a pas démontré la nécessité. » L'avocat principal de Richard fronça les sourcils. « Votre honneur, qu'est-ce qu'il y a ?» Le juge Obkessa regarda Richard droit dans les yeux. « Il y a 27 ans, monsieur Miller, vous avez déclaré votre petite-fille décédée. J'ai de bonnes raisons de croire que cette déclaration était fausse. » Le visage de Richard s'assombrit. « C'est une blague, non ? » Monsieur Miller, répondis-je calmement, ce matin, j'ai remis toutes les preuves au procureur. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre, abandon d'enfant et falsification d'acte de décès. Le silence retomba dans la pièce. Pour la première fois, les yeux bleus acier de Richard de la même teinte que ceux de Sarah ne tremblaient pas. Il me regarda, bouche bée, et murmura « Oui. Tu as jeté ta fille dans le lac d'argent », ai-je continué d'une voix ferme. Tu l'as laissée mourir parce qu'elle n'était pas le fils que tu voulais. L'avocat de Richard lui saisit le bras. Ne dis plus un mot. Il faut qu'on se parle en privé. Mais Richard ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait détourner le regard de ce regard accusateur. Comment as-tu survécu, parvint-il enfin à dire. J'ai vu son visage impassible. Un miracle, ai-je dit. Un couple a vu ce que tu as fait. Ils m'ont sauvé, m'ont élevé et m'ont appris que la justice finit toujours par trouver son chemin. Dans les semaines qui suivirent, les révélations fusèrent dans tous les médias. Richard Miller, le puissant millionnaire, était désormais accusé d'avoir tenté d'assassiner sa propre fille. Alors qu'un procès pour fraude était déjà en cours, il fut contraint de démissionner. Ses actionnaires avaient perdu toute confiance. Son fils Robert, choqué par la nouvelle, le condamna publiquement. Sarah, la première épouse de Richard, est réapparue après m'avoir vu à la télévision. La ressemblance était indéniable. Les tests ADN ont confirmé ce que je soupçonnais depuis longtemps, Sarah était ma mère biologique. Je n'ai jamais cru qu'elle était morte de cause naturelle, a confié Sarah à un journaliste, les larmes aux yeux. Je n'en ai jamais eu la preuve. Leurs retrouvailles sont restées privées, mais apaisantes. Sarah avait tant perdu, elle a maintenant une seconde chance avec la fille qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Richard risque désormais non seulement une peine de prison pour tentative de meurtre, mais aussi la destruction totale de son empire. Le procès pour fraude a révélé des décennies de corruption, et son entreprise s'est effondrée, d'anciens associés ayant pris leur distance sans ménagement. Il a tenté d'échapper à la justice, mais les preuves étaient publiques et un autre juge l'a condamné pour tous les chefs d'accusation. Le jour du verdict, j'étais assis dans la salle d'audience en observateur. J'ai vu l'homme qui m'avait froidement rejeté assumer enfin le poids de ses actes. Richard, visiblement vieilli et abattu, s'est tourné vers moi avant d'être emmené. « Je suis désolé », a-t-il murmuré, à peine audible. « Je n'attends pas de pardon.
Je me suis redressé. Il ne s'agit pas de pardon, monsieur Miller, ai-je dit. Il s'agit de justice, ce que chaque enfant mérite, quel que soit son sexe. Tandis que Richard était escorté vers la sortie pour commencer sa peine de 15 ans, la lumière du soleil inondait les marches du palais de justice. Sarah était là, attendant, appuyée sur moi comme si elle avait porté une montagne de chagrin et s'en était enfin libérée. Prêt à rentrer, demanda-t-elle doucement. J'ai hoché la tête et nous avons descendu les marches ensemble. L'air frais nous enveloppait. Les derniers rayons du soleil chassaient les ombres du passé. Devant nous s'ouvrait un avenir rempli d'espoir, de défis et de possibilités, un avenir que nous avions gagné à force de souffrance et de persévérance. J'avais bouclé la boucle. Autrefois, j'étais le bébé sans défense abandonné par une nuit d'orage, aujourd'hui, je me tenais là, fille de juge, défenseur inflexible de la justice pour ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Mon histoire prouve que la vraie victoire ne réside pas dans la vengeance, mais dans la survie et l'épanouissement malgré tous les efforts pour vous détruire. Non loin de là, Marie et David Walker regardaient leur fille adoptive avec une fierté infinie. Ils se souvenaient de cette nuit-là, de leur jeunesse lorsqu'ils m'ont serré dans leurs bras, ignorant qu'un jour je deviendrais une femme qui se bat pour les autres avec passion et courage. Leur amour et leur foi ont ouvert la voie à tout ce qui a suivi. Mon parcours démontre que l'esprit humain est invincible, que chacun de nous peut transformer l'obscurité en lumière. Je suis un symbole pour tous ceux qui luttent contre vent et marée et n'abandonnent jamais. Quel moment de cette histoire vous a le plus inspiré? Partagez vos impressions dans les commentaires, j'ai hâte d'en discuter avec vous. Et si vous avez aimé cette histoire et en voulez plus, suivez-moi pour des histoires d'espoir et de force. Ensemble, nous pouvons répandre la lumière là où elle est le plus nécessaire.